Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi avec un nouveau format. Alors cette semaine, je vais répondre de manière détaillée à une question qui est en rapport avec les robots trading. Est-ce que je suis pour ou contre? Vous allez voir que mon avis est très polarisé là-dessus et je vais vous expliquer en détail pourquoi je suis aussi intransigeant sur cette façon de spéculer. Je vais vous présenter aussi un trade d'exception sur lequel je suis positionné personnellement et il cumule un nombre assez incroyable, c'est un cocktail explosif en réalité. Il a très bien démarré. On verra si c'est le trade d'exception de l'année 2024. En début d'année, j'ai eu SMCI, on en a profité avec la communauté. Là, il y a SSNT, je vais vous en parler, qui s'est fait racheter et qui est devenu QXO. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Elle va être un peu plus longue que d'habitude, mais vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc analyse du Bitcoin, on est toujours sur les ATH ici, on est toujours en train de travailler cette petite figure chartiste de consolidation. Donc je vais peut-être vous enlever les traits en bleu. On voit bien ici qu'on a eu un premier creux, bon, je vais vous le remettre mais le réeffacer ensuite, un premier creux, un deuxième creux, boum, on vient chercher le haut et là vous voyez qu'ici, la semaine précédente et cette semaine, on a fait un nouveau petit creux qui est beaucoup moins bas que les deux précédents. Ça veut dire que potentiellement, la volatilité serait en train de se contracter ici. Ça ne veut pas du tout dire que c'est sûr et certain. Ça veut dire que là, si on a ce petit creux-là, potentiellement la semaine d'après et les semaines qui vont suivre, on a une vraie contraction de la volatilité qui va se mettre en place. Et si on casse par le haut, ça voudra dire qu'on est dans le scénario numéro 1, à savoir le scénario d'une petite base ici sur les ATH qui très rapidement casse. On va dire d'ici le milieu du mois de juillet ou le mois d'août, et on accélère. Si ce n'est pas le cas, ça voudra dire simplement qu'on est dans le scénario numéro 2, à savoir une consolidation un petit peu plus longue dans le temps. En tout cas, voilà, on a une très belle semaine là. Pour moi, ça c'est vraiment un très bon signe, dans le sens où la volatilité se réduit, on travaille la zone de pivot, c'est du grand classique des figures de consolidation dans une tendance, donc des figures de continuation de tendance. Et vous allez voir que sur le Ripple, on a le même genre de situation. Donc on a 1-2 semaines où la volatilité est extrêmement basse. On a arrêté de faire des grandes fluctuations comme ce à quoi on a assisté ici pendant cette semaine du mois de mai. Donc là, on a 2 petites semaines de stabilisation très forte sur la zone de pivot. Donc là aussi, si la volatilité commence à se tasser et qu'on commence à tout simplement travailler cette zone de pivot, là, on aura un setup littéralement explosif pour tout simplement aller chercher les ATH, casser les ATH et continuer notre envol. Je vous rappelle que les images à long terme sur nos deux majeurs, l'Ethereum, vous voyez, on est sur cette énorme biseau ascendant, donc une vague baissière du marché baissier. Troisième vague du dernier bull market. Quatrième vague baissière, ici, c'était le dernier marché baissier. Et là, on est en train de faire la 5e vague de ce magnifique biseau. Et on a encore beaucoup de potentiel de hausse. Et idem sur le Bitcoin. Je vous mets le graphe en mensuel. On est davantage dans un espèce de canal plus que dans un biseau. Et on est juste, on n'est même pas à mi-chemin. On n'est pas au milieu du canal. On est plutôt en dessous du milieu du canal, voire à un tiers. Donc on a quand même vraiment encore beaucoup de marge de manœuvre pour ce bull market. Donc dans cette logique-là, on fait du suivi de tendance sur l'unité de temps inférieure. Suivi de tendance égale tout simplement, tant que ça monte, on reste en position. Et au moment donné où ça se retourne, on sort, on se met cash. Si ça repart à la hausse, on pourra se remettre long sur le Bitcoin. Donc imaginons, là on casse par le bas. Toute cette histoire ne fonctionne pas et on casse par le bas. Boum! Personnellement, je sors de mes positions. Si c'est un faux signal de cassure par le bas et que quelques semaines plus tard, on repasse et on refait un signal de hausse, ce sera à nouveau une prise de position acheteuse. Pour le moment, on n'est pas du tout dans ce scénario de ça casse par le bas et on sort de position. Pour le moment, on est juste, on reste en position, on continue de surfer tout ça et on attend tout simplement là dans cette logique soit la continuation à très court terme, soit la continuation de hausse à moyen terme d'ici on va dire le mois d'octobre de cette année.
Donc voilà la logique, hein, c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin de se compliquer trop la vie. Il nous faut une image à long terme pour savoir où on en est dans le bull market. Si on était dans cette zone-là, ce serait chaud. Là, si on avait un signal de sortie de position, l'idée ce serait pas de reprendre position dès qu'il y a des signaux. Ce serait plutôt en mode, bon bah ça y est, le bull market est terminé. Là, si on a un signal de retournement de sortie de position, c'est entre guillemets... c'est des faux signaux, dans le sens où on a encore beaucoup de potentiel, et donc si on a un nouveau signal de reprise, d'achat, on pourra se repositionner. Donc voilà, je préfère vous présenter les différents scénarios, même si je ne le mets pas en avant, le scénario de ça casse vers le sud. Si ça devait arriver, sachez que à moyen long terme, j'aurai toujours cette image haussière et je serai toujours dans l'attente d'une reprise de cycle plutôt qu'un vrai marché baissier. Mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, les deux scénarios les plus attendus sont ces deux-là et qui sont vraiment sains et pérenne dans le sens où c'est normal quand on arrive sur une résistance historique majeure, hein, sur la zone des ATH, c'est normal que les acheteurs ils prennent un petit peu le temps, surtout qu'on a vraiment bien monté, ils prennent un petit peu le temps, ils regardent ce qui se passe, on a besoin de respirer, hein, quand on a monté très fort une montagne, on a besoin de bivouaquer, de se reposer avant de repartir d'autant plus fort pour la prochaine ascension. Alors cette semaine on a eu un cas pratique, un trade qui est vraiment très atypique dans le sens où ce trade cumule à la fois un dividende versé, un split, un storytelling autour de Roaring Kitty et des fameux short squeeze pour plumer les hedge funds de Wall Street, une configuration extrêmement intéressante, un float extrêmement bas. Vous allez voir, j'ai rarement vu autant de choses cumulées en si peu de temps. Au point que même toutes les plateformes d'analyse graphique, il n'y en a qu'une, c'est Finviz, qui était capable d'ajuster toutes ces datas et de nous ressortir un graphe propre. Parce que oui, l'entreprise SSNT s'est fait phagocyter. Du coup, c'était un bordel pas possible pour essayer de respecter son plan de trade. Mais vous allez voir, c'est une opportunité. Il y en a pas énormément, hein, chaque année des belles opportunités comme ça. Mais voilà, très intéressant. Donc, Roaring Kitty, pour vous la faire courte, c'est le monsieur qui a été l'initiateur de ce fameux short squeeze qui a ruiné pas mal de hedge funds pendant l'année 2020. Il y a eu un reportage Netflix qui a été fait à son effigie qui expliquait un petit peu tout ça, donc allez voir le reportage sur GameStop. Et là, cette semaine, c'est 1, 2, 3, 4 dernières semaines, on a GameStop qui est revenu sur les devants de la scène, non pas parce que c'est une entreprise extraordinaire, mais tout simplement parce que ce même monsieur s'est réveillé en publiant sur les réseaux sociaux des petites choses qui ont fait pumper l'action GameStop. Donc du coup, ça a réveillé aussi tous les suiveurs en mode les mêmes stocks. Donc pas GameStop, mais les mêmes stocks, donc toutes ces actions qui n'ont pas vraiment de fondamentaux, mais par contre qui répondent à un storytelling qui est commun avec l'action GameStop, à savoir on va aller chercher les actions qui ont ce qu'on appelle des short interest, donc une grosse partie de leur float, de leurs actions qui sont shortées pour jouer la baisse agressivement par les hedge funds, on va se mettre à les faire pumper, à les faire monter de manière à ce que les hedge funds se rachètent et fassent exploser à la hausse le prix de ces actions. Donc bien entendu, ce genre de situation est extrêmement rare et ce n'est possible que sur des actions qui ont un float très très faible. Donc faible float, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'actions en circulation, doublé par-dessus de beaucoup de ces actions en circulation sont shortées, et si on a en plus une configuration qui est explosive, on a un trade qui est absolument parfait. Donc vu que l'action est sortie sur mes screeners, j'ai tout simplement tapé SSNT pour voir ce qui se passait, s'il y avait un news flow, un storytelling, quelque chose qui se mettait en place. Et je suis tombé donc sur cet article du Nasdaq.com. Donc 3 actions qui sont en situation de short squeeze et qui sont prêtes à exploser sur notre fameux Roaring Kitty Rally. Donc l'histoire des mêmes stocks que je viens de vous raconter juste à l'instant. Et donc dans ces 3 actions, il y avait tout simplement SSNT qui proposait un setup de trading très très intéressant. Donc je vais vous la présenter.
Donc SSNT, c'est cette action qui est devenue QXO dans la même semaine, donc il s'est passé vraiment, vous voyez cette mèche basse, en réalité il n'y a pas eu cette mèche basse, hein, c'est simplement ProRealTime qui n'a pas réussi à ajuster les datas. De la même façon, TradingView non plus n'a pas réussi à ajuster. Le seul site qui a réussi à ajuster, je vais vous le montrer, c'est donc Finviz. Donc voilà à quoi ressemble l'action. Donc l'action, au moment où elle est retournée sur mes screeners, c'est juste ici, là, vous le voyez, hein, on a un breakout. Donc en réalité, on a une large base. On s'extrait de cette large base. On a le premier rallye. On a une magnifique consolidation ici qui est bien longue dans le temps. C'est la première consolidation du nouveau bull run. On a ici un gros breakout qui se met en place. Et ensuite, on a la validation de ce breakout le lendemain. Donc là, on a une zone de prise de position qui est idéale. Et c'est là où tout simplement, on se demande qu'est-ce qui se passe sur cette action. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a un storytelling, il y a Roaring Kitty qui est derrière. On se rend compte que l'action, elle a un float qui est... alors là, il n'est plus affiché, hein, mais quand c'était affiché... Hop là, je vais vous montrer ça. On était sur un short interest de 25% du float. Le float était de seulement 3 millions d'actions, ce qui est ridicule. C'est rien du tout. 3 millions d'actions, c'est en gros dès qu'il y a un petit peu des acheteurs qui viennent dessus, ça pousse très très vite, très très fort l'action à la hausse. Si en plus on a 25% de ce float qui est en mode short interest et que c'est des hedge funds qui doivent se racheter derrière, c'est juste... on a un cocktail magique pour que tout explose à la hausse. Donc vous voyez, c'est pas une action qui va exploser basée sur son EPS, moins 50%, pas du tout, ce n'est pas du tout le catalyseur. Les sales, le chiffre d'affaires du dernier trimestre, plus 9%, pas du tout. Le catalyseur n'est pas du tout à ce niveau-là. Le catalyseur est vraiment au niveau du short interest, du fait qu'il n'y ait que 3 millions d'actions et que derrière, il y a toutes les mêmes stocks qui sont en train d'être réveillés sur ce storytelling-là. Donc vous voyez que là, il y a eu un dividende de versé. Il y a eu un split qui a été fait, je crois que c'est un huitième du prix de l'action. Donc là, en réalité, il n'y a pas du tout de gap baissier, hein. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, ProRealTime n'a pas réussi à ajuster les prix, donc ça apparaît comme un gap, mais ce n'est pas un gap. Donc voilà, super belle action qui s'est fait phagocyter par QXO, et sur QXO, on en rajoute une couche. Donc sur QXO, on a eu une news qui est sortie voilà, en l'espace de moins de 8 jours. On a une accumulation de choses. Je crois que de mémoire, j'ai rarement vu autant de choses se passer en si peu de temps sur une action dont la situation est aussi explosive. Donc je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe sur QXO. Donc vous allez là, hop, dans la zone du news flow, hein, sur Finviz. Vous cliquez là, et là, on va se rendre compte que, eh bien, ils ont complètement remanié leur stratégie. Ils ont fait arriver au board 5 nouvelles personnes, et c'est que des pontes, littéralement. Enfin, en tout cas, quand on lit les CV, ils sont pas là pour rigoler. Ils sont là pour partir d'une petite compagnie et la faire grossir et lui faire atteindre un niveau de croissance extrêmement fort et élevé. Donc là, en gros, j'aimerais pas être le hedge fund qui est short sur cette action. Voilà, la situation est littéralement explosive sur cette action. Encore une fois, elle est sortie sur les screeners ici. La prise de position était assez facilement réalisable juste après. Et ensuite, voilà, on surfe. Et là, encore une fois, je vous rappelle que ici, ce gap baissier, ce gap haussier ne sont juste pas ajustés. Donc, si vous voulez, tant que TradingView ou ProRealTime n'aura pas fait l'ajustement, si pour tous ceux qui sont positionnés sur ce trade dans la communauté, si vous voulez le suivre, il vous faut aller, je le rappelle, mais sur TradingView, sur Finviz, et d'afficher les graphes. Et vous pouvez, si vous avez besoin de mettre des indicateurs, vous pouvez mettre des indicateurs. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en attendant, ça va être sur ce graphe de ce site qu'il va falloir suivre le trade. Si ce genre d'opportunité, c'est le genre de choses qui vous intéresserait tout simplement de saisir au fil des cycles de marché haussier, au fil des semaines et des mois, sachez que tout simplement au mois de septembre, je vais réouvrir mon école de bourse LSL, le spéculateur libre, et que pendant 2 semaines, vous aurez l'opportunité de me rejoindre dans cette expérience. Et au mois d'août, je vais ouvrir de manière privée, seulement et uniquement pour mes élèves historiques, mes clients historiques, l'accès à cette nouvelle session, et que tout simplement, si on est trop nombreux,
je ne ferai pas les ouvertures publiques du mois de septembre. Donc, vous faites partie de la communauté privée. Vous êtes dans le canal L'Anti-Sèche du Spéculateur ou dans le canal Crypto Surfer. Sachez qu'au mois d'août, vous aurez accès en primeur aux inscriptions de mon école de bourse LSL, le spéculateur libre, avec un tarif très intéressant. Alors, pour cette nouvelle rubrique questions-réponses, donc déjà un grand merci à tous ceux qui ont joué le jeu. J'ai récupéré pas mal de questions sous cette vidéo. Donc, la question que je vais sélectionner cette semaine est celle de Nicolas. N'hésitez pas dans la vidéo de cette semaine et des semaines suivantes à poser vos questions. Si j'en trouve des très pertinentes, je les traiterai en priorité. Sinon, là déjà, toutes celles qui ont été posées la semaine dernière, je les ai mises sur un bloc Word et j'essaierai de traiter les meilleures d'entre elles une par une, semaine après semaine. Donc c'est ça un petit peu l'idée de cette nouvelle rubrique dans la vidéo hebdo. Donc alors, Nicolas qui nous dit « Salut Cédric, passionné par ton approche de la bourse, que je suis en continu depuis 2017, évidemment élève LSL plusieurs fois, Crypto Surfer et toutes les autres formations, je ne peux que valider que l'approche est bonne voire excellente et que si on s'en écarte, on y revient vite. » Ça, c'est sûr, j'imagine. Mon côté explorateur fait que j'aime aussi explorer d'autres approches en parallèle des chemins connus. Et je m'initie actuellement au robot de trading, ce qui est un changement de paradigme par rapport à ton approche. Effectivement, les robots de trading, c'est une autre bête. Alors, depuis le temps que je te suis, je te sais homme ouvert et honnête, c'est donc sur ce sujet que je souhaite te challenger dans ta nouvelle rubrique. On sait que la faille de notre approche de trading, c'est nous les traders et pas les marchés. Alors, nous les traders, c'est notre recablage mental en réalité. C'est quand on est recablé, la faille, y a moins de failles. Surtout quand on est en swing trading. Quand on est en day trading, en scalping, c'est très très compliqué. Mais tout ce qui est swing trading ou position trading, dès qu'on est recablé, il n'y a plus vraiment de faille. On fait ce qu'on a à faire, on prend des vagues, on les surfe. Quand il n'y a pas de vagues à surfer, on ne peut pas surfer. Donc, c'est pas... Le plus dur, c'est au début. C'est le recablage à faire. Donc, pour en revenir à ce que dit Nicolas, la faille, donc, c'est nous les traders et pas les marchés, comme on peut entendre dire ici et là. Une approche automatisée ne peut donc que diminuer ce risque et donc rendre plus fluide les entrées et sorties. Certes, le geste est moins beau et le résultat avec moins de saveur, mais s'il y a résultat, alors c'est là le problème, c'est le résultat. J'aimerais avoir ton avis sur le sujet, même si j'imagine que ce ne sera pas forcément une voie que tu exploreras dans le futur. C'est une voie que j'ai tenté d'explorer de toutes mes forces dans le passé et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai jamais pu réussir à rester focus dessus parce que tout simplement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le temps. Alors, je vais finir de lire ce que tu nous as écrit et ensuite je t'expliquerai mon point de vue, ce qui n'engage que moi et mon expérience. J'en profite pour féliciter ta team qui est toujours au top avec ces deux meneurs que sont Farid et Nico. Merci pour eux. Continue ainsi, le trading prend un tout autre visage avec toute cette belle équipe. À bientôt. Donc merci à toi Nicolas pour ton retour d'expérience et pour pouvoir avoir ouvert ce sujet sur les robots de trading. Les robots de trading, la grande problématique, parce que sur le papier tout a l'air génial sur les robots de trading. Dans la réalité, c'est une autre histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Le but du robot trading, c'est simple. On backteste des systèmes, on trouve quelque chose qui marche, donc avec des très belles performances. En réalité, déjà la problématique, c'est qu'on repeint le passé. Donc, on prend des courbes, on teste tout un tas de variables qui vont faire que sur une courbe ou deux, on arrive à dégager des bonnes performances. Le problème, c'est que en réalité, on a repeint le passé en disant bon comme d'après le graphe que j'ai pris, si j'achetais là au plus bas et que je revendais là au plus haut, c'était la meilleure stratégie basée sur ce dessin-là. La stratégie va s'adapter au mieux à cette peinture-là dans le passé. Le problème, c'est que la peinture, elle change dans le présent et dans le futur. Et si la peinture commence à plus du tout ressembler à celle du passé, le système de trading qui, lui, a été complètement designé sur la peinture, sur les réactions exactes de la peinture du passé, dès qu'on va l'adapter au présent, forcément cette peinture va changer. Donc le robot trading
va être de moins en moins performant jusqu'à un moment donné où il va plus du tout être performant. Donc déjà, ça implique une chose. Et ça, c'est la réalité. Ça n'existe pas une stratégie qui marche en tout temps, en permanence. Et quand on conçoit un robot de trading, on le conçoit dans une logique où il faut que ça marche tout le temps. Donc on va vraiment l'optimiser. On appelle ça de l'overfitting. C'est le piège de tous ceux qui backtestent. Ils font de l'overfitting. Ils suroptimisent. Et dès qu'il l'applique dans la réalité, ça marche de moins en moins jusqu'à ce que ça marche plus du tout. Donc ça, c'est la grande problématique de tous ceux qui programment des robots de trading. Et la deuxième problématique de ces programmateurs, c'est qu'ils se disent, bon, ok, il va falloir que je diversifie parce que j'anticipe que ma stratégie ne va pas toujours marcher dans le futur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils programment des stratégies sur plein de classes d'actifs différentes, mais toujours dans cette logique d'overfitting. Et donc, du coup, ils se disent, bon, bah, s'il y a un robot, une stratégie de robot qui marche plus, l'autre va se mettre à marcher et ça va prendre le relais. Ça fait un portefeuille diversifié, non pas de classe d'actifs, mais de stratégies de trading différentes. Et ça, effectivement, quand on est dans cette logique-là, ça permet de sauver les meubles à court ou moyen terme. Mais à long terme, on est systématiquement assujetti à la même problématique. J'ai connu des gens qui arrivaient à être performants avec des robots de trading, mais ça impliquait une chose, c'est qu'en permanence, ils devaient créer des nouveaux robots de trading, essayer de les créer avec un objectif de ne pas repeindre le passé, et donc du coup les performances n'étaient pas aussi sexy que possible dans le backtest, mais elles restaient un peu plus longtemps réalistes face à la réalité des marchés. Donc du coup, il faut accepter de ne pas créer le robot de trading qui soit le plus performant dans le passé, donc qui soit le moins overfité dans le passé, pour qu'il ait beaucoup plus de chances de tenir, on va dire, à court moyen terme dans la réalité des marchés. Donc ça déjà, c'est un recablage mental qu'il faut faire, et croyez-moi, ça demande beaucoup de travail, parce que quand on crée un robot trading, on veut de la perf. Et savoir reconnaître où est-ce qu'on a mis la barre trop dans l'overfitting, ça demande beaucoup d'expérience. Donc ça, quand on a fait ça pendant des années, on est capable de reconnaître un robot trading qui a été complètement overfité d'un robot trading qui a une réelle chance de marcher dans le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et sachant que ça ne marchera pas tout le temps. Donc ça déjà c'est une première étape, c'est très compliqué. Il faut être un très bon programmateur, il faut savoir repérer quand est-ce que la stratégie que l'on a programmée soi-même est en train de sortir des clous, donc savoir dire stop, d'appuyer sur le bouton et de dire je retire ce robot trading du marché et je vais en remettre un nouveau que j'ai reprogrammé et qui correspond plus à la réalité de ce qui est en train de se passer là, et une réalité que j'ai pas overfité. Et il faut avoir une stratégie diversifiée. Donc, il faut avoir des robots de suivi de tendance, des robots de contre-tendance. Il faut que ce soit diversifié sur différentes classes d'actifs. Donc, en gros, ça demande un travail c'est un vrai travail en fait, c'est un vrai métier. C'est pas juste je mets quelques robots de trading et puis c'est bon, la tâche est faite, ou je connecte mon compte sur des sites. Je me rappelle à l'époque il y avait des sites Zulu Trade ou je sais pas quoi où ils mettaient en avant des traders. C'était jamais des traders. Mais bon, les mecs créent des profils en mode je suis trader, j'ai 95% de taux de réussite, vous pouvez recopier toutes mes transactions en branchant votre compte dessus. Et en fait, le truc faisait plein d'allers-retours dans tous les sens. Et le mec qui était trader, en réalité, il branchait juste des robots, il créait plein de comptes, il mettait juste plein de robots trading, et à chaque fois qu'il y avait des transactions, lui, il touchait des fees sur chaque transaction. Donc nous, on arrivait, on se disait, bon, bah moi, tiens, il y a plein de bons traders, je vais créer un portefeuille diversifié avec ces traders, et puis ça va me faire moi mon portefeuille diversifié il va bien cartonner. La réalité c'est que ces mecs là devant vous, ce sont pas des traders, ce sont des mecs qui ont programmé des robots trading basés sur le maximum d'opérations pour générer le maximum de fees, parce qu'eux ils prennent des pourcentages sur les fees. Donc cette piste là qui est la piste, je ne suis pas un programmeur de robot trading, mais il y a des plateformes où des gens sont des traders ou des programmateurs, sachez qu'il y a un conflit d'intérêts. Eux, leur but, c'est de faire un maximum d'opérations pour que tout simplement eux ils gagnent leur vie. Derrière ils vont mettre un petit storytelling en disant voilà, ça fait 10 ans que je trade sur le marché du forex, je suis spécialisé sur l'euro-dollar, regardez mes performances, les performances de mon robot depuis 7 mois, le truc ne fait que monter. Et puis en réalité du jour au lendemain, ce qui se passe dans les 3/4 du temps, c'est long term capital management. C'est pas genre ça baisse tout doucement, c'est genre paf le chien, dégommage.
C'est en 2 transactions, 3 transactions, le compte passe de plus 150% à moins 90%. Voilà, c'est l'utilisation du levier, c'est la non-utilisation des stops, le pyramidage à la baisse pour optimiser les pourcentages de taux de réussite gagnant plutôt qu'optimiser la distribution des gains par rapport à la distribution des pertes. C'est un monde, hein, les robots trading, qui est très compliqué. À l'époque, je fréquentais, alors je vais peut-être pas citer son nom ici, hein, mais il avait un fonds qui était basé uniquement là-dessus, et en 2 mois, son fonds s'est effondré, tout simplement. Pourtant, c'est un spécialiste, hein. Il utilisait à l'époque l'équivalent de l'intelligence artificielle, d'ailleurs on appelait ça intelligence artificielle à l'époque, pour créer des robots de trading. Lui-même était capable de repérer, donc l'intelligence artificielle lui crée plein de systèmes sur plein d'actifs différents. Lui, avec son expérience, il était capable de dire, bon bah là, l'intelligence artificielle a suroptimisé ou non le robot trading. Donc là, je vais retirer des variables, là, je vais en ajuster. Et à la fin, il avait plein de stratégies qui étaient, de son point de vue de professionnel, hein, pas overfitées. Il pouvait créer un portefeuille diversifié. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2 ou 3 mois? Les conditions de marché, mais sur l'ensemble des classes d'actifs, se sont mises à changer, mais très rapidement. Du coup, tous les robots de trading se sont retrouvés complètement à la rue et il n'y a plus rien qui a marché. Alors que pourtant, il avait un portefeuille de stratégie extrêmement diversifié, donc en stratégie, en assets, en classe d'actifs et en unité de temps. Tout s'est effondré en l'espace de 2-3 mois. Quand vous voyez une personne de votre entourage qui est spécialiste là-dedans, qui a un fonds, qui est ultra avant-gardiste, hein, l'intelligence artificielle pour créer des robots trading, à l'époque, on n'était pas en 2024, hein, c'était il y a pratiquement 10 ans, qui échoue, entre guillemets, c'est qu'il y a un problème, il y a anguille sous roche. Quand les histoires comme Long Term Capital Management arrivent, c'était que des pontes, hein. Ils ont pris les meilleurs des mathématiciens. Le fonds s'est effondré en l'espace de quelques semaines. C'est qu'il y a une vraie problématique vis-à-vis de ces robots trading. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que les robots trading, de mon point de vue, de mon expérimentation, j'ai essayé aussi de programmer des choses, etc. C'est tout simplement, ça peut marcher à court terme, mais c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est en gros, vous allez vous faire décimer, mais vous ne savez pas comment, par quelle sauce. Soit c'est parce que vous avez suroptimisé et il n'y a jamais rien qui va marcher dans le temps, soit vous utilisez trop d'effets de levier et vous allez vous faire défoncer, soit vous utilisez des plateformes où ce sont des gens qui font ça à votre place, mais voilà, les conditions de marché changent, où ces plateformes créent de l'argent pour les gens, mais eux, ils changent sans arrêt de robots de trading et ils mettent toujours des trucs overfités, mais vous, ça ne marche pas pour vous. Enfin bref, trouvez-moi des gens qui ont des robots trading et qui tiennent au-delà de 2 ou 3 ans. Franchement, si vous arrivez à trouver quelqu'un comme ça, pas quelqu'un qui vous dit ouais, moi ça a marché, non, quelqu'un qui l'a vraiment fait. Voilà, c'est comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y en a, hein, mais c'est extrêmement difficile, ça court pas les rues. C'est comme de trouver des scalpers, hein, qui sont rentables pendant plus de 2 ans, hein. Les 99% des scalpers sont rentables à court terme et 100% sont ruinés sur le moyen long terme. Pareil pour les day traders. Les day traders, c'est une activité qui émotionnellement est très contraignante, en termes de compétences aussi. Ça nous pousse très très loin, très très fort. Les conditions de marché changent. C'est pas parce qu'on est day trader qu'on gagne de l'argent tous les mois, hein. C'est pas parce qu'on fait tous les jours du day trading qu'on finit les mois positifs, hein. Ça c'est aussi... voilà, vous pouvez lire ça dans certains livres un petit peu édulcorés ou voir ça dans certains films hollywoodiens, mais la réalité, elle est tout autre. Si vous fréquentez des vrais day traders qui font ça depuis plus de 10 ans, vous verrez qu'ils ont des mois perdants. Et c'est ok, ça fait partie du job, mais par contre, émotionnellement, faut tenir le choc. En gros, faut que cette activité soit juste quelque chose de normal, pour vous. Comme voilà, moi, je sais pas, moi, d'aller faire un footing. Le day trading, c'est un recablage mental qui est très dur au début, mais qui après, quand il fait partie intégrante de votre vie, peut être quelque chose qui soit tenable sur le long terme. Mais c'est pareil, ce sont des disciplines qui sont extrêmement difficiles pour atteindre un haut niveau. Il faut développer un tel niveau de compétence, il faut
tellement se faire violence que est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je n'en suis pas persuadé. Quand vous voyez que vous pouvez avoir simplement des approches semi-passives pour faire du suivi de tendance à long terme, ou pour 1% de l'énergie dépensée, vous avez 60% des résultats. Il n'y a pas besoin de développer des compétences extrêmes. Pareil, quand vous faites du swing trading en daily, voire même en hebdo, ce que j'enseigne dans mon école de bourse, vous devez déployer 20% des compétences et du recablage mental pour obtenir 80% des résultats. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au-delà? Moi, la réponse, je l'ai, c'est clairement non. Parce que le plus vous allez pousser fort et loin, et le moins de chances vous avez de réussir. Hein. C'est tout dans la vie, une histoire d'équilibre. Et donc voilà, les robots trading, pour moi, c'est pas quelque chose d'envisageable. Peut-être ça marchera pour vous, mais statistiquement, vous prenez 1000 personnes qui font ça, je pense pas qu'il y en ait plus de 900, il y en ait plus de 10 sur les 1000 qui arrivent sur cette voie. Ce qui n'est pas le cas de la voie des portefeuilles long terme, ce qui n'est pas le cas de la voie du swing trading en hebdo. Là, on est sur des stats qui sont quasi, peut-être pas inversés, hein, mais je pense qu'on peut avoir facilement 60-70% des gens qui gèrent des portefeuilles à long terme en faisant du suivi de tendance ou qui font du swing trading en hebdo. 60-70% des gens qui arrivent sur 2 ou 3 ans, à avoir recablé mentalement leur esprit, à avoir les bonnes démarches, le bon écosystème et à pas prendre trop de risques pour tout simplement s'exposer pendant tous les cycles de bull market et performer. Si vous arrivez pendant 1 an, 2 ans à respecter tout ça, après vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie de spéculation et des opportunités comme je vous en ai présenté une cette semaine, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps. Elles sont pas aussi, elles cumulent pas autant d'informations hors du commun que ce que je vous ai présenté cette semaine. Mais c'est pas parce que celle que je vous ai présentée cette semaine cumule tout un tas d'informations hors du commun qu'elle va être plus performante que d'autres qui sont juste normales. C'est juste cette semaine, je vous l'ai présenté parce que il y avait beaucoup de choses qui se cumulaient en un minimum de temps, donc c'est marrant, c'est sympa, on peut en parler. Mais en réalité, c'est pas parce que vous avez un maximum d'informations en un minimum de temps que le truc va exploser plus qu'une autre action qui, elle, présente juste une belle pattern dans un bull market. Donc voilà. L'idée, c'est juste d'être là. Quand il y a des vagues, on les surfe. Quand il n'y a pas de vagues, on est là. Mais on ne les surfe pas parce qu'il n'y a pas de vagues à surfer. Allez, petit point sur leur côté en dollars américains. Donc on est toujours dans cette séquence de consolidation. Donc petite semaine de baisse. Donc là, pour le moment, on reste dans une logique de petit drapeau assez serré. Bien entendu, si on venait aller chercher un peu plus bas, hein, hop, ça voudrait simplement dire qu'on est en train de construire une consolidation qui est un peu plus longue dans le temps, mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on reste dans une logique de consolidation qui est assez courte et rapide dans le temps, tant qu'on reste sur les niveaux actuels là. Donc ça, je peux vous le mettre, voilà, comme ceci. Tant qu'on reste là sur cette zone de support au cours des prochaines semaines et qu'on a le rebond qui se met en place, la logique, c'est une petite consolidation assez rapide et d'ici la fin de l'été, on repart à la hausse. Je vous rappelle que l'or, sur le long terme, on est sur un graphique mensuel, on est juste au début, hein. On est juste là, boum, on a cassé au mois de mars 2024, donc on a quand même beaucoup de marge, de potentiel de hausse, hein, sur la reprise de cycle haussier sur l'or. Donc je vais vous passer le graphique de l'or côté contre de l'euro maintenant, donc la logique est la même, hein. Très grand canal haussier à long terme, idem. Au mois de mars 2024, on a breaké. Là, ça fait 1, 2, 3 mois qu'on est en petite pause. Et si je zoome sur la pause, on la voit ici. Donc cette semaine, contrairement à l'or côté contre du dollar américain, là, l'or côté contre de l'euro, on voit qu'on a ça fait 2 semaines qu'on est en train de travailler cette zone de support. Donc voilà, pour le moment, le scénario, l'image mentale que je garde, c'est petite consolidation assez court terme et on serait proche, hein, sur leur côté en dollars comme leur côté en euros de la zone base, de la zone de pivot. Donc voilà, affaire à suivre, mais pour le moment, c'est le scénario le plus probable d'après moi. Et puis bien entendu, hein, si on casse ces niveaux-là, ça voudra dire que le scénario change un petit peu. On est dans une consolidation un petit peu plus longue dans le temps, mais en aucun cas, on remet en question cette grande impulsion haussière qui devrait durer plusieurs trimestres, voire plusieurs années sur l'or. Et petit point rapide sur le silver. Donc le silver, petite semaine
de baisse ici, on vient chercher, alors le pivot je l'avais placé là, on peut le placer là, on peut le placer là, c'est une zone, hein, c'est une zone qui sert de support. Je vous ai mis en pointillé la petite trendline ici là qui sert aussi de support, hein, donc pour la tracer on rejoint les derniers plus bas et on peut d'ailleurs même la doubler pour obtenir le petit canal, hein, la vitesse haussière qui drive la psychologie des foules sur le silver, et vous voyez qu'ici on a une zone de support, une zone de convergence entre voilà, le pivot, zone de pivot ici, le bas du canal. Donc en principe, là aussi, la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand on arrivera dans cette zone, on devrait avoir une zone coordonnée, enfin on va dire une réaction d'achat coordonnée de tous ceux qui sont haussiers sur le silver. Je vous rappelle en mensuel, allez, passe en mensuel, que le silver est en début, hein, vraiment en début de cycle. Donc voilà, on a cassé cette magnifique base. On l'a cassé ici au mois d'avril, on l'a validé au mois de mai. On est au tout début, hein, donc potentiellement d'une grande vague de hausse sur le silver, une grande vague de rattrapage du silver qui a démarré le bull bien plus tard que l'or. Analyse du SP500 avec une magnifique semaine de hausse. Donc je vous rappelle que la semaine dernière et la semaine juste avant, on était en train de tester cette zone de pivot. Donc à l'époque c'était une résistance, elle a été cassée, cassure validée puisqu'on reste et on clôture au-dessus. Ensuite, on vient retester cette zone et là, boum, on rebondit dessus. Donc, l'image mentale qui est tout simplement celle d'avoir enclenché la vitesse supplémentaire. On est passé d'une cadence du canal en pointillé à une cadence du canal en très plein. Et l'image mentale que je garde à l'esprit pour aller chercher, notamment d'ici la fin de l'année 2024, cet objectif chartiste qui correspond juste à la règle des balanciers, à savoir, on reprend l'amplitude de cette consolidation ici et on la reporte par rapport à sa zone de pivot et on a un premier objectif. Et je vous rappelle qu'à très long terme, donc là, vous le voyez, cet objectif, l'objectif du bull market est davantage sur 2026, simplement en projetant les dernières vagues, hein, des derniers bull markets, les dernières belles grandes avancées. Ça nous donne un objectif en termes de temps et d'amplitude. Donc vous voyez que là, on serait juste à mi-chemin. Si on y arrive d'ici la fin de l'année 2024, on serait juste à mi-chemin du grand bull market dans lequel on est lancé. Donc ça nous laisse en principe une très belle année 2025 devant nous et une très belle année 2026 devant nous. Donc ça c'est pour le SP500. Le Nasdaq est exactement, voilà, je viens de vous le passer, dans la même situation. Donc très belle semaine, on a repris la semaine précédente, hop, on testait, là cette semaine, boum, on reprend. Donc la dynamique qui elle va davantage vers le haut de ce canal entrée plein puisqu'on a passé la vitesse supplémentaire, c'est la dynamique attendue pour les prochains trimestres tant que ce canal entrée plein tient. D'ailleurs, ça, on va peut-être pouvoir le réduire comme ceci, puisque maintenant, c'est ce scénario qui nous intéresse sur le Nasdaq. Allez, j'en profite pour parler du Dow Jones, qui est davantage un indice de valeur value aux États-Unis. Donc, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. L'indice Dow Jones est beaucoup moins haussier que le SP500 et le Nasdaq. Cependant, voilà, il est en bull market. Je vous rappelle qu'en mensuel, on a cette magnifique tasse séance qui a été cassée pendant le mois de novembre 2023. Et là, on est juste au tout début d'une très grande avancée qui pourrait se mettre en place. Et en réalité, ça fait 1, 2, 3 mois, on est dans le 4e mois où on consolide. Et si je passe en hebdomadaire, on voit que cette petite consolidation prend la forme éventuellement d'un triangle chartiste. Je ne sais absolument pas combien de temps cette consolidation va durer. Donc là, j'ai peut-être fait ça je l'ai peut-être projeté de manière un petit peu trop longue. Mais voilà. L'idée sur cet indice américain, c'est qu'on arrive dans la dernière partie de la consolidation. Donc vous voyez, on a fait le premier creux. Là, on est en train de faire le deuxième creux. Vous voyez que la semaine passée, on a été chercher en bas là. Tout ça, ça veut dire que les acheteurs sont présents. Et donc du coup, là, on sera en train de faire le deuxième creux, test du pivot et éventuellement, boum, cassure vers le nord et reprise, nouvelle impulsion, ce qui serait un mouvement coordonné avec ce qu'on a vu juste avant sur le Nasdaq et le SP500 qui ont des objectifs sur les prochains mois assez aussi pour l'année 2024.
Si cette vidéo vous a plu, sachez que pendant cet été, je vais partager du contenu exclusif et en privé. Seuls les gens qui sont inscrits dans ma mailing list privée auront accès à ce contenu puisque je l'enverrai par email. Donc si ce n'est pas encore fait, le lien est en description. Vous allez arriver sur cette page, laissez votre meilleur email. Vous allez recevoir un mail de confirmation probablement dans vos spams, déplacez-le dans votre boîte email habituelle et vous recevrez pendant cet été du contenu exclusif. Sachez aussi que vous pouvez vous désinscrire à tout moment de cette mailing list privée. Ce n'est pas du spam.